J'ai l'immense plaisir de recevoir le rabbin Michael Ben Admon, car c'est quelqu'un que je voulais faire venir ici depuis des années. Et mon ancien directeur, qui nous fait l'amitié d'être ici, Robert Abitbol, peut en témoigner. Je lui ai souvent parlé de lui en lui disant « c'est un rabbin orthodoxe, séfarade, ouvert, qui est dans la lignée d'un judaïsme séfarade que nous avons connu, aimé, et dont, avec nostalgie, nous regrettons aujourd'hui le manque de représentativité. » Voilà, c'est comme ça que je vais le dire, sans dénigrer aucune autre sensibilité qui existe au sein du monde juif, mais cette sensibilité-là nous est chère, et je vous présenterai plus longuement dans quelques secondes le rabbin Michael Ben Admon, qui vient d'Israël pour cette causerie, cet entretien public que nous aurons, cette causerie avec vous. Donc j'ai vraiment attendu le moment et l'occasion s'est présentée pour pouvoir le faire venir aujourd'hui. Un mot sur les modalités de notre événement aujourd'hui. D'abord, vous le savez, c'est le 11 novembre, le centenaire donc, de la fin de la Première Guerre mondiale. Aussi, nous allons à 11h11, comme dans l'ensemble du pays, nous arrêter pendant 2 minutes de silence à la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés, et parfois assez jeunes, au cours de cette guerre. Alors, je vais commencer un entretien avec le rabbin Ben Admon, un petit peu à bâton rompu. On a marqué conférence, c'est une petite erreur. En fait, c'est un entretien public sur toutes sortes d'axes, dont j'aurai l'occasion de vous dire quelques mots. Et au bout d'une heure, j'ai vraiment prévu une large demi-heure avec vous, pour que vous puissiez lui poser toutes les questions que vous avez sur le cœur, pour ne pas dire sur la patate. Ou échanger avec lui sur d'autres sujets qui vous semblent pertinents et que nous n'aurions pas abordés au cours de cet entretien. Le rabbin Michael Ben Admon est natif de France. Il a vécu à Saint-Étienne, il est fils de rabbin. Et à l'âge de 17 ans, il est parti, il a fait son alia, il est parti en Israël. En Israël, il est devenu rabbin et également docteur en philosophie générale, spécialisé en philosophie de la loi juive. Doctorat qu'il a passé à Bar-Ilan. Donc déjà, cette conjugaison des études académiques et des études rabbiniques est un aspect extrêmement intéressant de son cheminement et de la façon de penser les problématiques de ce monde en tant que juif. Il a été pendant des années dans un kibbutz, Sde-Yahu, Sde-Yahu. Il a pris la succession du regretté rabbin Eli Kahn en ce qui concerne la midrasha, c'est-à-dire le lieu d'étude pour les filles, mais lieu d'étude pour jeunes filles, jeunes femmes aussi. Tu as enseigné là-bas, d'accord. Donc, il a enseigné à la Midrasha, qui offre aux jeunes femmes un accès aux sources de la tradition juive. Et quand je dis aux sources, c'est toutes les sources, y compris le Talmud, qui est généralement réservé, pour des raisons pour lesquelles on pourra revenir, qui a été réservé pendant des siècles à la gente masculine. Il est intervenu également dans le cadre de ce kibbutz, dans l'Ulpan Giour, c'est-à-dire donc des conversions. Donc vous voyez, encore un aspect intéressant dans son cheminement, l'étude du côté des femmes, le travail avec des gens qui veulent rejoindre notre tradition, et comme le disait mon maître Manitou, le rabbin Léon Ashkenazi, devenir juif, c'est épouser le destin d'Israël qui s'avère avoir une tradition, une Torah. C'est pas seulement devenir religieux, c'est rejoindre l'épopée du peuple juif. Il est notamment directeur du programme Maharava Amiel pour la formation de cadres rabbiniques pour les communautés séfarades de diaspora. Donc là aussi, il y a un axe que nous pourrons aborder. Qu'est-ce qui caractérise cette formation rabbinique séfarade? De quoi auraient besoin les communautés séfarades ici?
Et il s'occupe, récemment, il a pris ses fonctions au sein d'un programme qui s'occupe des Olim de France, après avoir assumé des fonctions au sein de l'Institut Herzog. Bon, tu m'excuseras si j'oublie certaines choses. Je veux rajouter quelque chose de précieux, c'est que tu es auteur de livres en hébreu, et à date, mais c'est certainement pas le dernier, d'un livre en français qui s'appelle « Pourquoi Israël ? Les tentations territoriales, avoir, être et pouvoir », qui est sorti aux éditions Lishma. Donc vous pouvez le commander soit sur Internet, soit à notre libraire Bouzaglo, chez notre libraire Bouzaglo Victoria. Je lui fais un peu de pub au passage, mais pour vous dire que le livre est accessible. C'est un livre qui aborde plusieurs thématiques autour de l'économie, de la loi juive et d'un État. Vous pouvez également visionner certaines de ces conférences sur academ.org, donc qui est le plus grand campus numérique francophone, pluralis, et où on trouve à boire et à manger. Donc hier j'ai repassé un petit peu, je me suis un peu baladé pour voir les conférences. Il y a aussi bien des commentaires sur la Parashat Shavua, donc sur le péricope, les chapitres que nous lisons chaque Shabbat à la synagogue, que sur les thématiques du féminisme, ou d'autres. Enfin, si vous êtes lecteur et lectrice de La Voix séfarade, vous pourrez retrouver, quand vous allez sur notre site LVS Magazine, j'espère d'ailleurs que vous avez tous pris votre abonnement, hein, c'est $6 pour l'année, et vous pouvez abonner, parce que petit à petit, le LVS ne va plus être distribué gracieusement. Après avoir fait ça pendant 40 ans, la communauté séfarade unifiée du Québec a besoin de justifier d'abonnés pour pouvoir continuer à produire ce merveilleux outil qu'est La Voix séfarade. En décembre 2015, l'abonnement, vous pouvez le trouver sur la table en sortant. J'avais demandé à Michael de nous écrire un article pour nous présenter la formation rabbinique séfarade Maharava au sein de l'Institut Amiel. Donc vous pouvez retrouver cet article-là. Vous allez sur le site, vous cliquez contributeur, ou sur le moteur de recherche, vous mettez le nom du rabbin Michael Ben-Almon. Dans le dernier numéro du LVS, qui a été consacré aux 70 ans de l'État d'Israël, j'ai fait un entretien, et c'est comme ça que je commencerai d'ailleurs tout à l'heure notre échange, sur le sionisme politique et les rabbins séfarades. Le titre n'a l'air de rien, mais l'enjeu est extraordinaire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour enfin, en tout cas, de la présentation. Nous allons aborder les principaux axes. C'est les thématiques du monde séfarade, vie religieuse, monde laïque, et monde vie religieuse ultra-orthodoxe et État d'Israël, sur aussi bien les questions de l'armée, de conversion, la thématique des femmes, bien sûr, et également l'articulation entre la loi juive et un État moderne, en l'occurrence l'État hébreu, et bien sûr les préoccupations qui peuvent être les nôtres au sein des communautés. Voilà, chers amis, le programme que je vous propose pour l'heure à venir, avant, comme je l'ai dit, de vous céder la parole tout à l'heure. Alors, on va commencer par le premier axe. Permettez-moi de saluer quand même la présence de Sam Derry, qui est membre du CA de la CSUQ et également de la congrégation Nahar Shalom, et qui nous a invités hier, le rabbin Ben-Almon, à donner un Dvar Torah là-bas. J'ai déjà salué Robert Abitbol, ancien directeur, et je vois sa femme, mais son mari ne doit pas être loin, Ariel Lasserie. Derrière moi. Voilà, donc Jean-Claude Lasserie, ancien président de la communauté séfarade unifiée du Québec, Elias Lévy, donc journaliste du site GN, et puis Sarita Benchimol, président du comité Aleph, ainsi que Perlag Serfati Garzon, membre, et tous mes amis, et ceux et celles que je ne connais pas encore, mais avec qui j'aurai le plaisir de converser. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, le monde religieux n'a pas été sioniste au moment du mouvement sioniste politique de Herzl, que Herzl a mené, et qui a abouti à la création de l'État hébreu. Je ne sais pas si c'est un fait que vous connaissez, mais le sionisme politique a dû se frayer un chemin, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. En tout cas, dans le monde ashkénaze. Alors, pour quelle raison, Rabbin Ben-Almon, pour quelle raison ça a été le cas, et en quoi les rabbins séfarades se sont différenciés
de cette attitude à l'égard du sionisme politique. Alors tout d'abord, Boker Tov, bonjour à tous. Et je suis content d'être là, évidemment. Et je suis très content d'être là également pour avoir pu discuter longuement avec Sonia. Ça fait longtemps qu'on se parle via Facebook ou via toutes sortes, mais pas face à face. Or, il n'y a pas mieux que le face à face. On se voit dans le blanc des yeux, on peut vraiment échanger. Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, on se le dit. Et on n'est pas encore arrivé à s'engueuler. Peut-être qu'il faudra un peu plus de temps. Dans l'étude, je suis toujours prête. En dehors, un peu moins. Bon, voilà. Bon, en tout cas, merci pour tout, merci pour cet accueil chaleureux. Alors, c'est vrai que quand le sionisme politique est apparu sur la scène de l'histoire, autour de 1880 à peu près, alors il était essentiellement dirigé, mené, pensé, chapeauté par des personnes qui étaient laïques. Et donc, souvent, eux-mêmes, enfants de personnes qui ont essayé de s'intégrer dans les pays dans lesquels ils vivaient, et puis, fort du constat que l'émancipation ne marchera pas, que les Juifs resteront avec un statut de paria, alors ils se sont tournés vers l'auto-émancipation. Mais ces personnes-là n'avaient déjà plus d'espoir dans le monde juif. Pour eux, l'espoir du peuple juif n'était pas à la yeshiva, n'était pas dans les textes anciens, du tout. Il fallait se tourner vers quelque chose d'autre. Et donc le sionisme arrivant, eh bien, c'était peut-être la nouvelle opportunité pour essayer de continuer l'histoire du peuple juif. Alors c'est très important de comprendre ça, parce que en voyant ces juifs laïcs, eh bien, les rabbins de l'époque se sont dit le sionisme est un mouvement laïque. Donc nécessairement un mouvement qui va à l'encontre de Dieu, un mouvement qui va à l'encontre des textes talmudiques. C'est donc un mouvement qui, comme d'autres ismes, n'a pas été toujours favorable aux Juifs, et il faut le regarder avec distance. Donc pour cette raison-là, entre autres, ça c'est une raison plus politique, les rabbins de l'époque ont refusé de donner au sionisme politique un statut quelconque. Mais il y a encore d'autres raisons, qui sont des raisons religieuses. On a déjà dans la tradition, dans le Talmud, dans le traité Ketubot, à la fin du traité Ketubot, des textes qui sont des textes qui prônent le diasporisme. L'histoire juive est séparée en 3 moments. On a le moment d'Israël sur sa terre, jusqu'à la destruction du temple et l'exil. Nous avons l'exil et ensuite le retour à Israël avec le Messie et tout ce qui s'ensuit. Et ce diasporisme-là, qui était donc extrêmement développé par le fameux Rav Yehuda, qui habitait donc en Babylonie, eh bien, ce Rav Yehuda disait il est interdit de repartir en Israël. C'est un interdit. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que, citant des textes, essentiellement du Cantique des Cantiques, il disait que ce retour à Israël, c'était une offense faite à Dieu. Parce que si Dieu le voulait, eh bien, il aurait ramené le peuple juif tout seul. Il l'aurait fait lui-même. Donc, toute optique qui vient et qui prend le destin des Juifs entre ses mains, c'est nécessairement quelque chose qui va à l'encontre de Dieu. Donc, il y a des raisons politiques, sociologiques, mais également des raisons religieuses. Ces rabbins-là, donc autour de 1880, étaient abreuvés à la théorie de Rav Yehuda, dans les terres ashkénazes. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'avaient pas en tête le rêve qu'un jour Israël pourrait revenir sur sa terre et créer un État. Pour lui, c'était une utopie. Donc plutôt que de croire à une utopie, on préfère croire à des textes ancestraux et puis s'opposer à tout ce qui est nouveau. Donc ça, c'est vrai que dans le monde ashkénaze, il y avait une forte réticence à tout ce qui s'y faisait. Bon, restons toujours dans... on ne va pas essayer de faire des généralités. Il y avait dans le monde ashkénaze également des rabbins qui ont adhéré au sionisme politique. Alors on cite souvent le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, qui était donc le premier grand rabbin d'Israël, mais qui est décédé en 1935, donc il n'a pas vu la naissance de l'État d'Israël. Et on le cite souvent parce que c'est on va dire, pas le premier, mais celui qui a pris ce sionisme politique et qui lui a donné une dimension messianique en disant, et là c'était quelque chose d'audacieux comme on n'a jamais vu avant, en disant, vous voyez ces laïcs qui sont en train de monter un État pour les Juifs, il n'y a pas de dimension religieuse, et bien le lendemain du peuple juif naîtra de ces gens-là.
Mais ils étaient minoritaires. Ils étaient minoritaires, Alors, bien sûr, très minoritaires. Mais c'était quand même un argument incroyable. Parce que lui-même, issu du monde orthodoxe, du monde religieux, dire que la yeshiva et le monde des rabbins, le monde de la Torah, ne pourra pas aider à la survie du peuple juif, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Il a rapidement été mis de côté, évidemment. Alors, comment tu expliques que ça n'a pas été l'attitude des rabbins dans le monde séfarade? Alors, on dit souvent, et c'est un argument très paternaliste, on dit souvent que les rabbins séfarades étaient dans leur bled, dans leur mélar, et ils ne connaissaient pas vraiment le monde, ils étaient retirés, ils étaient un petit peu ignorants, ils se promenaient en djellaba, des orientaux quoi. Donc on ne va pas vraiment leur donner du crédit pour quoi que ce soit. Et donc c'est vrai que ces rabbins séfarades n'ont pas été considérés. Pourtant, ils savaient très bien ce qui se passait. Il y avait à l'époque des revues qui étaient éditées, et on a les documentations sur les bibliothèques des rabbins séfarades dans les terres séfarades, et on sait très bien que ces revues-là, même du monde ashkénaze, arrivaient là-bas. Donc ils savaient exactement, au même titre que leurs collègues ashkénazes, ce qui se faisait sur le terrain. Ils savaient très bien que le sionisme était un sionisme politique laïque. Ils savaient très bien que le but, n'était pas de construire Jérusalem juive et le temple de Jérusalem. Ils savaient très bien que c'était un retour démographique et un espoir qui se concrétise. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que pour ces rabbins-là, donc le retour à Israël, c'était quelque chose d'assez naturel. Et pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'était des biblistes. Parce que dans le monde séfarade, on étudiait la Bible. Or, quand on étudie la Bible et les histoires bibliques, on se rend bien compte qu'il y a une histoire réelle du peuple juif. On n'est pas dans le fantasme. On est dans l'histoire réelle, on est dans des conquêtes militaires, on est dans des histoires de tromperie, on est dans des histoires de rois qui sont des fois des rois sages, des fois justes et des fois le contraire. Donc on connaît l'histoire, on est vraiment sur le terrain. Donc ces sages-là, qui étaient abreuvés à une histoire réelle du peuple juif, savent qu'on ne rêve pas dans l'histoire juive, et que lorsque on nous parle d'un retour massif, en tout cas d'un début d'un retour massif en Israël, ben pour eux c'est la continuité de cette histoire. Versus les Ashkénazes qui plongeaient davantage dans l'étude du Talmud et moins dans l'étude de la Bible. Non, c'est pas si tranché, c'est pas que eux étaient dans la Bible, eux dans le Talmud, c'est que eux avaient en plus du Talmud la dimension biblique. C'était quelque chose de naturel. D'ailleurs, ils écrivaient même leurs écrits en utilisant des versets bibliques. Comme ça, vous voyez, c'était évident. Quand on veut lire aujourd'hui des textes de rabbins séfarades, il faut connaître très très bien la Bible. Parce qu'ils écrivent avec des versets sans nous avertir. C'est leur langage, c'est leur hébreu, si on veut dire. Donc quelque part, ils étaient prêts à accepter ce retour. C'était évidemment dans une conception messianique, puisque c'était le retour des exilés, c'était le retour en Israël, mais ce n'était pas un messianisme idéologique, comme on verra après chez par exemple le Rav Kook, qui est un messianisme extrêmement réglementé. Non, c'était on va repartir en Israël naturellement comme on l'a toujours espéré. Ça c'était le premier point. Un deuxième point très important chez les rabbins séfarades, eh bien, c'est que lorsque le sionisme apparaît, et comme je l'ai dit, il s'intéresse à ce sionisme, il s'y intéresse très dans les détails. Et alors, ils veulent participer activement. Parce que les rabbins séfarades ne sont pas des rabbins en yeshiva. Ce sont des rabbins sur le terrain. Et ces rabbins-là sont toujours habitués à s'occuper de questions sociales, par exemple. On a des textes passionnants du Rav Raphaël Verdugo, qu'on appelle Amalach Raphaël. Et ce rabbin-là, eh ben, c'est un activiste social. Et quand les enseignants, par exemple, de Torah ne sont pas assez bien payés, eh bien, il fait grève, lui et tout le tribunal rabbinique. Vous voyez, donc ce sont des rabbins qui sont des activistes sociaux. Et donc quand ils voient le début du sionisme, un rabbin tunisien comme le rabbi Moshe Chalfon HaKohen, Moshe Chalfon HaKohen de Djerba, un érudit comme on connaît peu dans le monde de la tradition, qui a écrit des cinquantaines de livres, eh bien ce Moshe Chalfon HaKohen va écrire un texte qu'il va envoyer au congrès sioniste avec des propositions. Comment organiser le levage de poubelles dans les rues. Vous voyez, il rentre dans des détails extrêmement pointilleux. Comment organiser la société? Il ne va pas s'intéresser uniquement quelle yeshiva on va mettre en place en terre d'Israël. Il n'en parle même pas en fait. Il s'intéresse simplement à mettre en place une structure qui pourra vraiment permettre aux Juifs de vivre. D'ailleurs, si tu me permets,
Vous savez, dans la littérature des voyages du Moyen-Âge, on a pas mal de voyageurs qui partaient faire le tour du peuple du monde juif, et arrivaient également en Israël. Le plus connu, c'est Benjamin Methoudela, hein, les fameux voyages de Benjamin Methoudela. Mais on a un monsieur en Israël qui s'appelle Abraham Reiner, qui a écrit un doctorat où il a comparé, dans ce doctorat, les différents textes des rabbins séfarades et ashkénazes dans leur visite d'Israël. Et alors, il trouve quelque chose de passionnant. Eh bien, c'est que les rabbins ashkénazes arrivent en terre d'Israël, et ce qui les intéresse, et ce qu'ils vont relever et écrire, c'est essentiellement les lieux de culte. Ils vont partir dans les cimetières, dans les synagogues, ils vont essayer d'aller pèleriner sur des tombes de rabbins. Alors que les rabbins séfarades, ils s'intéressent au climat. Est-ce qu'il fait bon ici? Est-ce qu'on peut y vivre? Ils s'intéressent aux artisans. Qu'est-ce que vous fabriquez? Est-ce qu'on peut... Ils s'intéressent à la vie réelle. Alors, ça se greffe, cette option-là, ça se greffe sur, évidemment, une conception également halachique, qui est que les rabbins séfarades, à la suite de Nachmanide, eh bien, avaient, pour la plupart, opté pour l'option halachique qui dit qu'il y a une mitzvah, un commandement positif d'habiter en terre d'Israël. Alors que dans le monde ashkénaze, eh bien, beaucoup sont restés sur la position diasporique de Rav Yehuda, dans le Talmud, qui disait qu'on ne partira en Israël qu'à l'époque messianique. Donc vous voyez, on a ici une construction halachique, littéraire, qui amène à cette conclusion. Peut-être un dernier point sur le sujet, puisqu'on a vraiment d'autres sujets à aborder. C'est un argument qu'on avance souvent. Le monde ashkénaze a été confronté à la réforme, au mouvement des Lumières, la Haskalah, et dont une des émergences a été le mouvement de la réforme au sein du judaïsme, alors que le monde séfarade, lui, ne l'a pas été. Moi, cet argument, je l'achète, si tu veux, mais il me semble qu'il est incomplet. C'est-à-dire que, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, il me semble qu'il y avait une vue plus d'unité, d'ardout, comme on dit en hébreu, au niveau des rabbins séfarades, celle qui a été celle du rabbin Kouk, quand il allait accueillir les pionniers, les Chaloutzim, qui arrivaient sur le pont de Haïfa, il dansait les horotes avec lui, alors que c'est des juifs qui avaient coupé leurs paillasses, etc., leurs papillons. Donc, est-ce que tu serais sensible à ce point de vue, de dire qu'il y avait un point de vue plus rassembleur et moins clivant chez les rabbins séfarades? La conception séfarade est une conception communautaire. C'est une conception communautaire. D'ailleurs, l'optique identitaire traditionnaliste, qui veut qu'on est tous plus pratiquants, moins pratiquants, dans le cadre de la communauté juive, eh bien, c'est une option purement séfarade. Donc c'est vrai qu'un rabbin, ou une culture séfarade, qui a une conception communautaire, eh bien, nécessairement, ne va pas assez rapidement juger telle personne parce qu'il n'a pas de kippa, telle autre parce qu'il ne fait pas Shabbat. Pas du tout. Tu fais partie de la famille. Et dans la famille, on a certaines fois des personnes plus pratiquantes et d'autres fois non pratiquantes. Et comme on dit en hébreu, c'est besséder. Ça va. Ça va. Vous voyez, c'est encore toujours très agréable pour moi en tout cas de voir en Israël des familles qui se réunissent le Shabbat, vendredi soir à table. Mais on le voit un peu partout, c'est vrai. Et ils arrivent, ils vont ensemble à la synagogue avec le rituel de prendre la kippa bien pliée dans la poche et de la poser sur la tête quand on rentre à la synagogue, et d'être vraiment à la synagogue. Ils ne sont pas tiraillés entre leur dimension moderne et leur dimension religieuse. Il n'y a pas de tiraillement, ils le vivent sur un mode de continuité. Alors que dans le monde ashkénaze, quelqu'un qui se sent ne pas appartenir à la chose religieuse, s'il va à la synagogue, eh ben, ça va être encore un étranger dans la synagogue. Il restera étranger, alors que ce juif-là, traditionnaliste, et je pense qu'on peut même fonder le traditionnalisme en halakha comme une option légitime. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. On peut fonder cette identité. Mais donc, en partant à la synagogue, eh bien, il se sent à l'aise. Il va à la maison avec la famille manger, et ils vont être ensemble, ils vont chanter. Et on ne mettra pas sur la table les différences, les divergences, pas du tout. On est ensemble parce que le principal, c'est le shalom. Parce que le principal, c'est le shalom. Et on a des textes halachiques tellement importants de Rabbi Yosef Messas, que j'apprécie énormément, qui dit par exemple, Gadol ha-shalom. La paix est tellement importante que pour cette raison-là, qui est une raison halachique, on ne va pas créer des dissonances et des problèmes entre les membres d'une même famille.
Vous savez qu'au niveau halachique, par exemple, il y a des textes qui parlent de ne pas boire d'un vin qui a été ouvert par quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat. Qui ne respecte pas le Shabbat. Et alors ce rabbin Messas dit, mais vous vous imaginez, dans une rencontre familiale, ne pas boire le même vin, mais ça va faire exploser le feu de la discussion, le feu de la divergence. Il dit, j'ai toujours dit de ne même pas cligner de l'œil pour montrer qu'on peut ne pas être d'accord avec cette... Il dit Gadol HaShalom, la paix est tellement importante qu'on va boire le vin et il n'y aura pas de problème. Ça fait du bien hein, d'entendre ça, quand on a en tête certaines histoires. Encore un petit mot, un point important également, c'est que ces mêmes rabbins, dans leur conception communautaire, eh bien, ils mangeaient chez tout le monde. Ça n'existait pas. On invite le rabbin, il ne vient pas. Mais pas du tout. Alors tout le monde sait comment les rabbins séfarades ne mangeaient pas strictement cachère. Ils disaient, mais bien sûr qu'ils mangeaient cachère. Comment ils savaient très bien que quand quelqu'un les invitait, ils feraient tout pour leur donner la nourriture cachère. C'est quelque chose qui était important. Alors, peut-être que certaines fois, ils refusaient d'y aller. Mais sachez que dans la conception rabbinique, séfarade, le rabbin va chez les gens. Il rentre chez les gens. Il s'invite, il va boire peut-être autre chose, il rentre chez les gens, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas le rabbin sur son piédestal, dans sa tour d'ivoire, et le peuple en bas, là-bas au fond. Ça n'existe pas. Bravo. Bien, voilà, tu vois, ça rejoint notre héritage. Alors, on va aller dans un sujet qui va être un petit peu tendu, c'est le grand rabbinat en Israël. Alors, le grand rabbinat, donc, est une émanation du mouvement sioniste religieux, et on assiste depuis, je ne sais pas, peut-être 20-30 ans, tu me diras, à un noyautage au sein du grand rabbinat d'Israël, que ce soit du côté séfarade ou ashkénaze, par des rabbins qui ne sont pas de tradition sioniste, tout en étant des fonctionnaires payés par l'État d'Hébreu. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que crée cette situation pour le moins confuse? Bon, c'est, comme on dit en hébreu, c'est une shaharouria, c'est comme on dit, c'est une... le mot m'échappe là, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est impensable pour n'importe quelle institution d'employer des personnes qui ne partagent pas le credo de l'institution. Donc la vraie question, c'est comment on en est arrivé là. Parce que, alors, certains diront, nous n'avons pas sur le terrain rabbinique des rabbins qui sont assez importants pour prendre les rênes du grand rabbinat. Le monde sioniste religieux, le monde séfarade, n'a pas encore fait émerger de rabbin qui ait cette envergure. C'était vrai quelques années pour le monde sioniste religieux, c'était faux pour le monde séfarade, puisqu'on avait toujours à côté du grand rabbin d'Israël le Rishon LeZion, qui était dans ces premières années des personnes incroyables. Je pense au Rav Ben Sion Meir Hayuziel, qui était donc de Salonique, et qui était grand rabbin de Rishon LeZion, grand rabbin séfarade d'Israël, un homme qui était d'une culture générale incroyable, donc il avait sa place, évidemment. Et alors on a, au fil des années, en effet, des rabbins qui sont nommés à ce poste-là, et qui sont nommés non plus pour des raisons, je dirais, d'autorité religieuse et d'envergure religieuse, mais pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. C'est-à-dire que ces rabbins-là, ça a commencé au début des années 80. Ces rabbins-là, en fait, eh bien, n'avaient aucune raison de se trouver au rabbinat, au grand rabbinat. Mais ils y ont été placés par des représentants rabbiniques du monde ultra-orthodoxe, Haredi, qui ne croyaient pas en l'autorité du grand rabbinat d'Israël, parce qu'il y avait une conception messianique derrière ça. Ils n'y croyaient pas, et donc ils ont préféré travailler en coulisses pour y faire nommer des rabbins moins sérieux, pour que dans tous les cas, personne n'ait confiance en eux. Vous vous rendez compte? Et d'ailleurs, la conséquence est très claire, c'est qu'un de ces rabbins qui a été nommé, le Rav Metzger, c'est pas du Lachon Hara, c'est quelque chose qui est sur Internet, ce Rav Metzger, il est en prison aujourd'hui. Il a été accusé pour corruption. Donc quand on met des rabbins qui sont des rabbins opportunistes à la tête du grand rabbinat, et bien évidemment, on a un problème. Le fameux professeur Leibovitch, depuis le début, lui, disait qu'on ne connaît pas de grand rabbinat institutionnel, politique, ça n'existe pas. On a différents rabbins qui jouent leur rôle. Alors, est-ce que le monde séfarade avait une possibilité de prendre cette place rabbinique, au grand rabbinat, et d'opérer des changements, et de faire
tout simplement ce qu'on espère des grands rabbinats, c'est-à-dire faire aimer la Torah et ne pas la faire détester. Parce qu'on a vu en Israël, vous savez, le grand problème. Il y a eu une étude très intéressante il y a quelques années qui montrait qu'en Israël, les juifs veulent du judaïsme mais ne veulent pas de rabbin. Rabbin du rabbinat officiel. Oui, c'est très dur à entendre quand même. C'est-à-dire que le but du grand rabbinat, c'est quand même d'être ceux qui vont amener la Torah au peuple. Et à cause de ça. Ce qui se passe concrètement, c'est que leur Torah fait détester le judaïsme au peuple. Alors, des grands rabbins, on en a eu. Le grand rabbin Ovadia Yosef, qui était oriental, non pas séfarade, puisqu'il vient de Bagdad, et donc il y a des conceptions un peu différentes du monde séfarade. Il faut faire attention, en Israël, on utilise le même mot pour qualifier tous ces rabbins-là. On dit Mizrahi, orientaux. Mais c'est un raccourci en fait qui est pas bon parce que on a le monde séfarade, c'est l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie et sur beaucoup de points Égypte et Libye, 5 pays plus ou moins du monde séfarade et qui ont une tradition rabbinique assez commune, et les rabbins orientaux, donc d'Iran, d'Irak, de Syrie. Donc ça, ce sont d'autres rabbins. Donc, mais le Rav Ovadia Yosef, lui, est un rabbin oriental, mais qui a, je dirais, 60-70% de conception véritablement séfarade dans sa manière de régler les problèmes. Ce rabbin Ovadia Yosef, je vous le rappelle, qui n'avait aucun problème pour aller écouter Kulthum, d'accord ? Femme, donc tu veux dire. Femme. Voix de femme. Et qui appréciait les chants Kulthum, la fameuse chanteuse égyptienne. Et bien ce même rabbin a eu des positions très audacieuses en Israël. Et il faut savoir qu'il a été quand même, pendant très longtemps, je dirais, dénigré par le rabbinat ashkénaze. Et il le savait. Et pour lui, c'était extrêmement difficile. Parce que c'était un génie, depuis sa jeunesse, un génie en Torah, avec une mémoire phénoménale. Et cette personne-là arrive à un poste important, assez jeune, et il voit qu'on ne l'écoute pas, non pas parce qu'on n'est pas d'accord avec son argumentation, mais on ne l'écoute pas parce qu'on le dénigre au niveau de son origine ethnique. Et pour lui, ça a été évidemment quelque chose de très grave. Alors, les rabbins séfarades qui sont arrivés en Israël, qui auraient pu ensuite penser à mettre leur candidature au poste de grand rabbin, malheureusement, eh bien, ne sont plus des rabbins séfarades. Ils sont séfarades au niveau ethnique, mais ils ne sont pas séfarades au niveau de leur culture et de leur conception halachique, parce qu'ils ont étudié dans des yeshivot du monde haredi, du monde ultra-orthodoxe, qui est un monde raciste. Il faut le dire, c'est un monde raciste. Aujourd'hui en Israël, le racisme entre séfarades et ashkénazes disparaît de plus en plus. Les seuls qui continuent à mettre en avant cette différence au niveau ethnique et faire des hiérarchies à ce niveau-là, c'est le monde ultra-orthodoxe ashkénaze. Vous avez quand même des exemples pour illustrer ce propos un peu vitriol du racisme là, quelqu'un qui veut se marier, pardon, un jeune garçon d'une famille séfarade qui a fait la yeshiva, eh bien, qui veut se marier avec une fille ashkénaze, eh bien, peut rêver. Il peut rêver. Oh, et ça reste entre eux. Et entre castes en plus. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se marier. Ou alors, s'il y a une possibilité, excusez-moi, il y a une issue. Vous savez c'est quoi l'issue? C'est de passer de Bouzaglou à Bouzaglovitch. Ça existe, c'est pour pouvoir avoir un statut social plus élevé, c'est permettre également des fois à ses enfants de rentrer dans des institutions. Alors plutôt que de créer des nouvelles institutions séfarades, mais dans l'excellence, on ne fait pas des petites institutions, on reste dans l'excellence. Le juif a toujours eu besoin d'être dans l'excellence comme minorité. En arrivant en Israël, les séfarades se sont pliés au mode ashkénaze, au yeshivot ashkénaze, et je le dis, il y a de l'excellence là-bas dans l'étude. Attention, il y a de l'excellence, il y a de la grandeur. Mais pourquoi ne pas créer des institutions séfarades qui restent dans cette excellence-là? Pourquoi? Eh bien, il faut des représentations politiques, il faut des budgets, et il faut des personnes qui soient fous du sujet. Et comme on dit chez nous, il faut avoir ce dada. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Avant d'arriver, parce que toi tu t'occupes d'une formation, je vais quand même encore conclure sur le grand rabbinat. Est-ce que tu estimes explicitement que le grand rabbinat ashkénaze et séfarade, donc avec le représentant du Rishon LeZion, dont la majorité des gens viennent du Shas, qui est le parti qui a été fondé par Rav Ovadia Yosef, donc tu as dit tout le bien que tu pensais et nous le partageons, mais est-ce que tu estimes aujourd'hui
que le grand rabbinat ashkénaze et le grand rabbinat séfarade, donc les institutions rabbiniques d'Israël, sont sionistes. Et j'ajoute que cette question n'est pas seulement une question idéologique, genre tu aimes le bleu ou le vert. C'est qu'à partir du moment où ils sont sionistes ou ils ne le sont pas, on va voir toutes les conséquences au niveau de la cache-route, au niveau des conversions, au niveau de la place des femmes, etc. Donc il y a ici un enjeu important. Est-ce que tu peux répondre explicitement à cette question, mais dans un temps limité, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, de facto, le grand rabbin d'Israël ne peut pas s'exprimer contre le sionisme. Il ne peut pas. Parce qu'il serait tout simplement viré. Et c'est très bien comme ça. Un rabbin, c'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire, il doit répondre à certaines exigences. Il ne peut pas, c'est pas le maître du monde. Ce n'est qu'un rabbin. Donc on a des rabbins aujourd'hui qui sont en effet sionistes. Certains sionistes, ouvertement, quand ils adhèrent au poste de grand rabbin, et lorsqu'ils seront chez eux, alors ils auront des réticences, et d'autres qui sont en effet sionistes. Je vais donner un exemple. Le Rav Ovadia Yosef, lorsqu'il était grand rabbin d'Israël, Rishon LeZion, eh bien, a été questionné, faut-il faire le jour de l'indépendance la prière du Hallel, et fêter cette fête-là comme une fête religieuse, en sortant la Torah, lecture de la Torah, sonner le chauffard. Vous voyez, c'est quand même, c'est une réforme religieuse, il faut bien comprendre. Le sionisme religieux, c'est une réforme religieuse. Alors, le Rav Ovadia Yosef, lui, lorsqu'il a été questionné, eh bien, a dit, il est clair que la création de l'État d'Israël est un fait majeur dans l'histoire juive, qui a un retentir religieux. Mais pour autant, faut-il faire cette réforme religieuse d'instituer une nouvelle fête, qui se situe dans la continuité de Purim et Hanouka, qui ne sont pas des fêtes bibliques? Alors là, il dit, chacun fera chez lui ce qu'il veut. Celui qui veut faire cette prière en faisant une bénédiction, eh bien, il a sur quoi se fonder. Et celui qui ne veut pas le faire, ne le fera pas. C'est une question qui lui a été posée. Mais toi, mon cher rabbin, qu'est-ce que tu fais? Et a priori, la réponse aurait dû être extrêmement claire, puisqu'il a écrit un texte de halakha qui donne la possibilité de le faire. Eh bien, là, certains vont dire, nous rappelons que le Rav Ovadia Yosef le faisait, et d'autres disaient, il le faisait que pendant son mandat de grand rabbin. Mais après, il ne l'a pas fait. Mais il ne l'a pas fait pour des raisons, je dirais, essentiellement halachiques. Le Rav Ovadia Yosef était sioniste. Il était clairement sioniste. Ce n'est pas une question. Son fils, qui lui est maintenant grand rabbin d'Israël, est bien plus mitigé par rapport à cette question-là, puisque lui-même, eh bien, n'a pas vécu la création de l'État, n'a pas vécu sur sa chair l'euphorie de la création de l'État, et donc a des positions bien plus ultra-orthodoxes, et de ça découlent également donc, des conceptions en matière de conversion différentes, en matière de... Je ne sais pas ce qu'il en est à Montréal. Il y a deux écoles séfarades, Maïmonide et Yavne. Je ne sais pas si le jour de Yom Ha'atzmaut, donc la journée d'indépendance, est-ce qu'ils disent le Hallel, qui est ces prières de glorification? Est-ce que c'est marqué d'une manière ou d'une autre? Je vous invite, cher public, après, à nous donner la réponse au moment de la période des réponses, des questions. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Alors maintenant, j'en viens à la formation séfarade. Quand même quelque chose d'important à dire, c'est que le grand rabbinat d'Israël a quand même édité une indication dans les communautés d'Israël que les jours de l'indépendance, on sort la Torah, on lit la Torah et on dit ce texte du Hallel. Donc en tant qu'institution, il y a eu cette voie extrêmement claire. Et ensuite, certains rabbins le font ou ne le font pas. D'accord. Bon, je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour réfléchir ou poursuivre tout à l'heure sur ça, sur cette problématique paradoxale du grand rabbinat en Israël. Alors, donc toi, tu enseignes, tu es directeur du programme Maharava Amiel pour la formation des cadres rabbiniques pour les communautés séfarades. J'aimerais que tu nous dises quelques mots à ce sujet. Qu'est-ce que vous enseignez là-bas de différent au niveau, je ne sais pas moi, des penseurs, des textes, de la halakha, de la loi juive, des chitotes, des méthodes d'études? Qu'est-ce qui caractériserait finalement cette formation rabbinique? Et dans la foulée, j'aimerais que tu poses à notre public, on fasse le petit test que tu fais avec tes élèves quand ils arrivent. Alors le test est le suivant. C'est racontez-moi une blague séfarade. C'est pas celle-là. Ça c'est pour notre public. Non, le test est le suivant. On a des élèves qui viennent donc pour une formation de 2 ans dans le cadre de l'Institut Amiel qui forme des rabbins pour les communautés de diaspora.
Et dans ce cadre-là, j'ai monté, à la demande du directeur, le Rav Birenboim, anciennement grand rabbin d'Uruguay, et qui est d'ailleurs également juge rabbinique à Jérusalem, eh bien, j'ai monté donc le programme Maharava, qui est le complément pour ces rabbins séfarades. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces rabbins-là sont des rabbins qui ont, pour la plupart, déjà un diplôme rabbinique reconnu, donc ils connaissent la halakha, ce ne sont pas des ignorants, mais lorsqu'ils viennent le premier jour en classe, je leur pose la question suivante: citez-moi 10 rabbins séfarades et leurs ouvrages. Et là, on cale. Attends, laisse une minute de silence. 10 rabbins séfarades, les rabbins, d'accord, mais ça peut venir. Et leurs ouvrages? Bon, vous n'êtes pas candidate à la rabbanoute, à moins qu'il y ait des vocations cachées, mais quand même. Allez, on peut poursuivre. En français, c'est plus facile. C'était juste pour vous faire le test. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver des noms de rabbins. Je suis persuadé que tous ceux qui ont un nom marocain, algérien ou tunisien ici, eh bien, leur grand-père était rabbin. Mais alors, ça veut dire quoi que le grand-père était rabbin? C'est ça qui est important. Ce n'est pas uniquement de savoir qu'il était rabbin et d'avoir un livre sur une étagère, si on a ce livre, parce que ces livres n'ont plus été réédités. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, la réédition, c'est une force politique. Si des écrits rabbiniques sont aujourd'hui, on va dire, diffusés partout, c'est pas parce que ce sont nécessairement les écrits les plus intelligents. C'est qu'il y a quelqu'un qui a eu une force d'édition budgétaire, qui est venu et puis qui les a publiés, qui les a diffusés, c'est tout. Et donc ces pauvres rabbins séfarades, malheureusement, ne se sont pas occupés de rediffuser leurs écrits. Donc c'est la première question que je leur pose, et donc c'est assez décevant parce qu'on a souvent des noms, comme je l'ai dit, de rabbins, eh bien, qui sont les leurs. Ils ne les connaissent pas. Donc moi, mon but, évidemment, en 2 ans, c'est d'abord leur faire connaître cette tradition. Et comment? Eh bien, en prenant la grande partie des textes halachiques qui jalonnent l'année juive et qu'ils connaissent, et à chaque fois reprendre un sujet et l'étudier dans les textes des sages séfarades. Exemple. Vous savez qu'à Pessah, quand on mange la matzah, alors on a l'habitude de manger la quantité qu'on appelle d'une olive. Alors, seulement, c'est quoi le problème? C'est que dans la halakha, l'olive halachique, eh bien, a une taille qui serait peut-être celle de 3 œufs. Et donc, il y a tout un débat dans la halakha, à savoir, mais comment est-on passé de l'olive à l'œuf? Et comment la dimension de l'olive peut être tellement grande? Alors, on a des arguments halachiques, je dirais qu'au niveau halachique tiennent la route, mais au niveau réel, c'est absolument fumeux. C'est de dire que les œufs, à l'époque, étaient beaucoup plus grands, et que donc les olives la taille de l'olive qui découlait de la taille de l'œuf était donc plus grande. Bon, pour avoir une réponse claire, il faut aller voir simplement les recherches dans ces domaines-là, chez les professionnels, quoi. Mais au niveau halachique, ça ne suffit pas. Alors, on a donc aujourd'hui, dans le monde de la halakha, séfarade et ashkénaze, reçu l'idée qu'il faut manger un kazaït, ça veut dire c'est à peu près 30 grammes. Mais quand on mange le soir de Pessah entre 4 et 6 kazaït, donc cette quantité-là, on ne peut manger que ça le soir de Pessah, c'est énorme. Il ne faut pas manger pendant 2 jours avant pour être prêt à consommer ça, et puis il faut le consommer, ça c'est vrai au niveau halachique, en un temps record. Vous voyez, en moins de 4 minutes, vous mangez énormément de matzah. Et alors, voici que les juifs séfarades, eux, disent, mais nous, on n'a jamais mangé autant de matzah. Et nous, on était habitués à consommer un petit peu de matzah. On nous donnait ça à table et c'est tout. Et les enfants qui étaient partis dans les yeshivot reviennent chez eux et leur disent, mais vous n'êtes pas pratiquants, vous. Vous n'êtes pas des vrais, vous n'êtes pas des juifs, vous. Ça, si, c'est une des perversités de la yeshiva qui crée des scissions entre les parents et les enfants. Absolument terrible. Alors, ils arrivent chez eux, et alors on leur dit, mais vous ne faites pas la halakha, et eux disent, si, alors prouvez-le. Et tout le monde n'est pas capable d'argumenter au niveau halachique. Alors ils disent, mais c'est comme ça que nos parents ont fait. Ah bon? Et c'est comme ça que les parents de mes parents ont fait. Dans un registre halachique serré, ça ne vaut rien dire. Dans un registre halachique séfarade, ça veut dire énormément. Parce que le judaïsme passe par la famille. Parce que ce qui est plus important, c'est la Torah vivante. Ce n'est pas le texte. Le texte, on peut l'écrire maintenant et on va le diffuser. Ce qu'il faut, c'est comprendre quelle était chez toi la tradition.
Et ça, c'est fondamental, parce que les séfarades qui étaient plus capables d'argumenter pour ce bout de matzah ont oublié qu'il y avait dans la halakha un grand débat, à savoir comment est-ce que je vais calculer la matzah et l'œuf, l'olive, est-ce que c'est par rapport au volume ou c'est par rapport au poids? Et il y a des traditions séfarades, en effet, qui considéraient que c'était pas ce qu'on croyait aujourd'hui. Alors certains vont dire, oui, c'est comme chez les Yéménites, la matzah était bien plus épaisse, donc on en mangeait moins. Ce qu'on appelle, vous savez, comme ça. Peut-être. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas toujours comme ça. Bon, ça nous donne un aperçu très important de cette tradition familiale et parfois du manque qui est elle-même référentielle, pratiquement autoréférentielle, mais qui appelle quand même aussi à des sources que je suis sûre que les élèves rabbins, les rabbins apprennent chez toi. Un mot sur ce qu'ils deviennent en sortant de la formation rabbinique? Alors ils deviennent tout d'abord conscients qu'ils ont un patrimoine incroyable. Et c'est pas rien, en termes de conscience de soi, c'est énorme. Parce que tout d'abord ils disent, pourquoi on ne m'a rien dit? Pourquoi dans les années d'yeshiva et d'études rabbiniques, on ne m'a rien dit? Donc déjà, il y a une distanciation qui se crée par rapport à l'établissement. Un rabbin doit être indépendant. Et c'est une partie, justement, pour moi, de cette indépendance. De savoir que la connaissance n'est pas toujours où on croit qu'elle est. Alors, ce qu'ils deviennent, on les forme donc à la halakha séfarade, c'est vrai, mais on les forme également au leadership communautaire. Moi, très souvent, je préfère le terme leader spirituel que rabbin. Parce que ça permet plus de fluidité dans la fonction. Et parce que concrètement, je pense que la fonction rabbinique, en effet, est une fonction de leader. Et un leader n'est pas uniquement un érudit, c'est quelqu'un qui a également une conception organisationnelle, une conception de stratégie communautaire. Et il doit prendre en considération les besoins de sa communauté. Il doit faire un état des lieux professionnel de sa communauté, voir quelles sont les populations, quels sont les besoins. Et en fonction de cela, il doit établir un travail, un loach avoda, un plan de travail, avec des objectifs qu'on peut mesurer. Il doit faire ça avec son board, avec le représentant des jeunes dans la synagogue, des femmes dans la synagogue, des anciens dans la synagogue. Et il met en place un travail donc professionnel. Le rabbin, le leader spirituel, c'est un professionnel du judaïsme, mais pas uniquement un érudit. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est également de leur donner tous ces outils. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, la sfaradité, eh bien, n'est pas, encore que ça revient un peu à la mode, mais d'une façon générale, quand on vit dans un monde occidental, la sfaradité, c'est pas toujours la première carte qu'on va mettre sur la table. Quand quelqu'un va au travail, il ne va pas immédiatement dire « moi je suis séfarade », ça veut dire… Sauf ici, hein. Comment? Sauf ici. En tout cas, alors, une des questions que j'aborde avec eux, c'est « vous arrivez dans un monde occidental, vous vivez dans un monde occidentalisé. Alors, au niveau professionnel, vous êtes un citoyen de votre pays. Vous n'avez pas spécialement d'accent, vous n'avez pas spécialement de… Mais quand vous arrivez à la synagogue, dans un monde séfarade, il y a plus de sfaradité. Les mélodies sont différentes, les sensibilités sont différentes, il y a plus de familiarité des fois, moins bien. Comment est-ce que vous gérez certaines fois cette dissonance entre la sfaradité et le monde occidental? Pensez-vous qu'un jeune aujourd'hui, pour qui l'identité principale est occidentale, pensez-vous que ce jeune-là, en venant à la synagogue, il veut entendre de la sfaradité dans la mélodie, dans le discours, ou alors il veut entendre plutôt quelque chose qui continue la vie occidentale? C'est un dilemme. D'accord? C'est un dilemme. Parce que si la réponse est on veut ramener la dimension séfarade à travers les mélodies, alors il va falloir travailler pour ça. Rien n'est évident. Tout doit être planifié et tout doit être réfléchi. Donc ça, c'est un point qui est très important. Merci. Alors, d'ici, on sait quand même ce qui se passe en Israël par Internet ou par nos séjours ou la famille. Et on voit qu'il y a une grande ébullition entre le monde laïque, peut-être le monde traditionnel, et le monde ultra-orthodoxe. Je pense par exemple à la question de l'armée, puisqu'il y a une loi qui a été votée et qui donc oblige les jeunes hommes qui jusqu'à présent avaient été exemplés du service militaire d'accomplir leur devoir militaire. Je rappelle que quand Ben Gurion a passé un accord de statu quo avec les représentants du monde ultra-orthodoxe, il y avait très peu de jeunes qui... le nombre était infime, n'était pas si significatif que ça, qui étudiaient dans les yeshivot.
Et comme le monde ultra-orthodoxe a beaucoup mis l'accent sur le fait que les hommes étudient dans les yeshivot, voulant reconstruire après la Shoah un monde disparu, comment ça se passe maintenant? On sait qu'il y a des tensions, des manifestations, des soldats du monde ultra-orthodoxe qui souhaitent faire l'armée ou qui le font de façon forcée, qui arrivaient à la Tahana Merkazit, la station générale de leur ville, vont dans les toilettes, se changer, enlever leur uniforme et se remettre, parce que de crainte d'être vilipendés, je ne veux pas dire lynchés bien sûr, mais bousculés lorsqu'ils retournent dans leur monde naturel. Comment tu vois ça, cette problématique? J'ai pris l'exemple de l'armée, mais tu peux prendre peut-être... est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça apportera de la paix entre ce monde laïque qui dit qu'il en a assez de porter seul, je cite en français, le fardeau de la sécurité nationale et même du point de vue économique? Est-ce que cette nouvelle loi qui enrôle donc des jeunes dans l'armée, des jeunes du mouvement ultra-orthodoxe, va aller dans le sens d'un consensus et d'une paix sociale? Alors tout d'abord, c'est important de dire que le monde ultra-orthodoxe, Haredi, n'est pas du tout noir et blanc. Il est très divers. Dans ce monde-là, nous avons les Lituaniens, les Chassidim des différentes branches. Il y a une partie du Chasse, donc les Séfarades maintenant. Donc c'est un monde qui est vraiment, je dirais, très intéressant. Et à la question, faut-il les obliger à partir à l'armée? Faut-il les obliger à s'intégrer malgré eux? Alors moi je pense que non. C'est-à-dire que je pense que c'est contre-productif de les obliger. Pourquoi? Eh bien parce que naturellement, le sionisme a vaincu. Et ils le savent. Parce qu'ils ne parlent plus en yiddish, parce qu'ils parlent en hébreu. Et parce que quand il y a quelque chose en Israël aujourd'hui, il y a un attentat, et ben ils sont présents. Et quelque part, il y a une intégration, je dirais, naturelle, lente, c'est vrai, au cadre israélien. J'étais jusqu'à il n'y a pas longtemps en poste universitaire à Jérusalem. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un programme d'académisation pour le monde ultra-orthodoxe, pour les hommes comme pour les femmes. On a donc ouvert la possibilité à des hommes qui avaient plus de 30 ans, qui étaient généralement profs dans les yeshivot, à venir se former à une licence, à un BA, en éducation. Et alors, on leur a dit, venez étudier, non pas les études juives, vous allez venir étudier pour être professeur de mathématiques, d'anglais, d'hébreu, ou de, quatrième, je me souviens plus. Non. Bon, je me souviens plus. Géographie, histoire. Non, c'était en fait ce qu'on appelle les modèles IBA, les matières mères que dans tout cadre israélien, il faut enseigner à l'école. Donc on leur a dit, venez étudier un diplôme dans ce cadre-là. Alors la réaction était la suivante. Et ce diplôme va être entièrement financé par l'État. Alors, Chazak, mais c'est pas Chazak pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, mes enfants, quand ils vont partir à l'université, on va devoir travailler pour leur financer l'université. Ou eux, ou nous, mais c'est pas gratuit. Et mes enfants sortent de l'armée. Donc ils ont quand même fait quelque chose, ils ont donné. Vous voyez? Donc en fait, quand on dit c'est gratuit, c'est très bien, mais vous savez, quand on a un budget limité, il faut savoir exactement où investir. Donc beaucoup de personnes étaient évidemment opposées à cette... on parle quand même de centaines de millions de shekels, hein, c'est pas une petite opération. Et pourtant, on a eu, alors, tant du côté des hommes et surtout du côté des femmes, une présence incroyable. Alors je vais vous raconter comment ça s'est passé. Mais c'est des cours séparés, hein, au sein de l'université. Oui, ce sont des cours séparés, mais là je crois qu'il faut être sensible à leur demande. Alors c'est vrai qu'il y a... C'était pas une critique, c'était pour que le public comprenne bien. Non, ce que certains en Israël disent, c'est une atteinte à la liberté universitaire académique, peut-être, mais on est dans un processus, il faut savoir accompagner les processus avec intelligence, sans trop de coercition. Alors en tout cas, on a eu donc des personnes qui sont arrivées de toutes les tendances du monde ultra-orthodoxe, de toutes les chassidouillotes. Alors ils disaient, nous venons, on veut évidemment connaître la chose universitaire. On veut savoir, ça va demander quoi comme effort. Donc il y a tout un processus d'académisation au niveau de la discipline. Par exemple, j'ai une fois un élève qui vient et qui me dit, je ne pourrais pas venir le mardi soir au cours. Je fais, ah bon, pourquoi? Il fait, parce que j'ai une chavruta.
que j'ai fixé un temps d'étude avec quelqu'un. Je fais, ben c'est très bien, tu vas prendre ce monsieur, tu vas lui expliquer gentiment que le mardi soir, dorénavant, tu ne pourras plus. Il fait, mais ça fait 15 ans. Je fais, ben très bien, on change dans la vie. Et il n'arrivait pas à comprendre qu'il y avait des impératifs au niveau de la vie universitaire, qu'il allait devoir s'asseoir, faire des choix. Et donc, les académiser, si je peux le dire, je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut employer, c'était pour eux également une découverte incroyable. Ils ont fini il y a 1 mois leur processus. Alors évidemment, ils sont rentrés et on a aujourd'hui des milliers et des milliers de personnes du monde ultra-orthodoxe qui veulent vivre là-dedans. La première question qu'ils m'ont posée quand ils sont venus pour commencer leur BA était de me dire « Et on pourra continuer encore après au MA, au doctorat ?» Le premier jour. Donc vous voyez bien qu'il y a un investissement. Alors la grande perle là, c'est du côté féminin. Parce que du côté féminin, et je vous parle également du hardcore de la société ultra-orthodoxe. Alors on a affaire à des dames qui sont d'une brillance incroyable, qui viennent, qui font un BA, qui font un MA, et qui aimeraient bien continuer. Et je dois vous donner une petite anecdote à ce propos. J'ai une fois un ami donc, qui est prof là-bas, dans cet institut universitaire, on était collègues, il me dit, écoute Michael, je ne pourrais pas venir donner mon cours dimanche, viens s'il te plaît donner le cours à ma place. C'était un cours donc, de MA. Moi, je dois dire, j'ai un petit peu pris les choses à la légère. Je me suis dit, bon, ce sont des femmes du monde Haredi qui n'ont pas vraiment l'habitude du discours universitaire. Peut-être que le programme a été adapté en fonction de leur niveau. Je vais venir, comme on dit en hébreu, à la babala. Ça veut dire vraiment les mains dans la poche. Je suis arrivé là-bas, je prends un sujet, je leur distribue des textes à l'Afrique, et voilà que ces 20 femmes-là prennent le texte à l'Afrique et me sabotent mon cours. Ça veut dire qu'en 10 minutes, elles ont fait le tour de la question. Et alors moi, j'étais vraiment épaté, parce qu'on a souvent en tête l'idée que les femmes dans le monde Haredi, eh bien, n'étudient pas tous les textes talmudiques, ou elles ne savent pas. Mais là, j'étais vraiment sidéré, parce qu'elles avaient une connaissance, non seulement ça, mais elles m'ont challengé pour continuer la réflexion encore plus loin, et avancer, et j'aurais posé la question, mais vous n'allez pas vous arrêter là, hein. Il faut continuer après. Il faut arriver au doctorat, après le doctorat, il faut prendre des postes importants. C'est vous qui allez révolutionner le monde Haredi de l'intérieur. Hein? Du mérite des femmes, le peuple d'Israël sera sauvé. Allez-y. Et elle, la réponse, non, il y a un plafond de verre que nous ne pouvons pas franchir. Parce qu'au niveau de notre société, la raison pour laquelle nos rabbins ont permis, parce que tout passe par le rabbin, c'était en fait pour assurer un salaire, alors que monsieur, a priori, restera au collège pour étudier, donc n'aura pas vraiment de salaire. Donc c'est pour ça qu'on a permis aux femmes, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'en faisant ça, ils ont planté, voilà, c'est ce qu'on appelle la déconstruction chez Derrida, on a planté dans le texte le principe de déconstruction du texte. Et là-bas, en faisant ça, ils ont en fait rentré dans le monde Haredi quelque chose d'incroyable. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, lorsqu'elles vont étudier, eh bien, elles ont un avantage énorme par rapport à leur mari. D'ailleurs, on voit souvent également des problèmes de couple qui se créent là. Parce que tout d'un coup, elles connaissent le grand monde. Et elles étudient, et puis elles ont eh bien, intégré l'outil critique. Vous voyez? C'est incroyable quand même ce qui se passe. Et donc, à la suite de ça, les maris également veulent venir également et se former. Pour l'armée, c'est pareil. Aujourd'hui, le monde Haredi a bien conscience que Israël a vaincu. C'est-à-dire qu'ils font partie du même bateau. Et si pendant quelques années ils pensaient être un peu différents, eh bien c'est fini. Et je vais vous dire comment c'est arrivé. On avait dans les quartiers ultra-orthodoxes de Jérusalem, le Shabbat, surtout autour de la route Bar Ilan, qui est un quartier essentiellement religieux, eh bien les manifestations de Shabbat. Et donc comment est-ce que ça se passait? On partait avant Shabbat, on ramassait des pierres qu'on mettait de côté pour lancer sur les voitures. Je vous rappelle que c'est interdit au niveau halachique de toucher une pierre Shabbat, c'est ce qu'on appelle Moukhtse. On n'a pas besoin de ça pendant Shabbat. Mais pour contourner l'interdit, ils préparaient cela en se disant on aura besoin pendant Shabbat des pierres. Et donc ils les mettaient de côté pour lancer sur les voitures en criant Shabbos, Shabbos. Les voitures donc qui roulaient Shabbat là-bas. Alors, les policiers qui arrivaient étaient le Satan incarné et eux c'était l'ange incarné. Il y avait là-bas un bonhomme qui s'appelait Yehuda Meshé Zahav. Ça vous dit peut-être quelque chose. Et ce monsieur, c'était celui qui était plus ou moins en charge d'avertir les troupes des jeunes manifestants que la police arrivait. Alors au début, évidemment, pour lui, la police était le Satan. Et puis évidemment, quand on est dans la
dans la zone tampon, voilà, eh bien, il faut un peu parler. Alors après, il s'est rendu compte qu'il valait mieux ne pas créer de problème. Donc il rencontrait la police avant, il leur disait, écoutez, là, ils vont arriver dans quelques minutes, laissez-moi gérer la chose. D'abord, ils vont prendre leurs pierres, après, ils lancent, ils sont calmés, vous venez après. Il a commencé à gérer les relations entre les différents groupes, la police et les groupes de Machaharim. Et puis peu à peu, il s'est rendu compte que ces personnes-là n'étaient pas non plus le Satan incarné, mais qui voulaient le bien de la population, parce que c'est important de créer, d'éviter des blessures. Et puis un jour, il y a eu un changement dramatique. 2 bombes ont explosé dans un quartier à Jérusalem, un quartier ultra-orthodoxe, à Beth Israël. Et là, ce monsieur Meshé Zahav, dont le père était un des rabbins les plus influents à Machaharim, a compris que les bombes ne faisaient pas de différence entre les juifs ultra-orthodoxes ou les autres juifs. Et là, il s'est dit, on fait fausse route. On fait fausse route, nous n'avons plus le droit de rester de notre côté, de nous enfermer. On a l'obligation, parce que nous avons des forces, et c'est vrai, le monde Haredi a des forces. Une petite seconde. Je vais t'arrêter parce que on va faire la minute de silence. Donc finis juste ta phrase. Et donc il a commencé à organiser des groupes de Haredim qui vont aider Israël. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé Zaka. Oh, mesdames et messieurs, je vous invite donc à nous lever pour la minute de silence du 11 novembre.